Ouais, du coup, Serge, en première question, pour commencer ce café débat, la démocratie, historiquement, ça veut dire quoi? Bah, c'est une vaste question. Sylvain, combien de temps tu me donnes pour répondre à cette question? On va se donner 5-10 minutes? 5 minutes, d'accord. Bon. Bah, écoute, alors historiquement, c'est un mot à l'heure actuelle, donc la démocratie, c'est un mot du passé qui est utilisé pour le présent. Donc c'est un mot qui nous appartient qu'à moitié, en fin de compte, puisque c'est un mot qui vient pas du français, on le sait très bien. Et on sait tous, évidemment, que ça vient de la démocratie athénienne et que ça veut dire démos, c'est le pouvoir du kratos, donc du démos, et on le traduit généralement en français comme le pouvoir du peuple, sauf que c'est traduit évidemment d'une langue à l'autre et de mots qui ont 2500 ans d'écart et qui en plus n'ont pas les mêmes racines, puisque le peuple en français ça vient du latin et ça renvoie donc au populus romain, c'est pas la même chose tout à fait que le démos. Donc pour parler juste de cette démocratie athénienne et juste pour faire un tour sur les mots et donc faire la part des choses entre ces mots du passé qui encore une fois nous appartiennent qu'à moitié, puisque c'est pas des mots qui viennent de notre langue et qui sont pas évidents et qui du coup créent un rapport déjà savant à l'utilisation de ce mot, et c'est déjà une première contradiction en fait avec l'exercice de la démocratie, parce que c'est un mot savant, démocratie, puisque ça renvoie à une langue classique, alors que justement c'est une pratique qui doit être anti-savante dans le sens où elle doit être égalitaire, même si elle doit s'arc-bouter sur des connaissances et sur des choses qui soient éclairées par la raison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à Athènes rapidement? La démocratie athénienne, c'est une période de 186 ans, en fait, de 508 avant Jésus-Christ à 322. Donc, en gros, des réformes dites de Clisthène, qui était un homme d'État athénien, jusqu'à la fin de la démocratie sous l'occupation d'un général macédonien au IVe siècle avant Jésus-Christ en 322. Donc pour revenir sur les termes, le démos à Athènes, bon, on le traduit par le peuple, c'est en fait l'ensemble du corps civique. Alors c'est un peuple politique, c'est-à-dire qu'à Athènes au 5e siècle, juste après donc la deuxième guerre médique, donc après la victoire de Salamine, c'est seulement 40 000 citoyens de plein droit on n'est pas sûr, entre 250 000 et 300 000 habitants dans la région d'Athènes, dans l'Attique. Alors les recherches récentes incluent les femmes et les enfants de citoyens athéniens dans le démos. C'est-à-dire que plein de sources, en fait, en travaillant en grec, montrent que certains auteurs, notamment Aristophane, des auteurs grecs de la tragédie grecque, incluaient dans le démos, en fait, les femmes et les enfants qui n'étaient pas citoyens de plein droit, même s'ils n'ont pas le droit de voter. Donc à partir de 508-507, à partir donc des réformes de Clisthène, le démos, c'est aussi donc l'ensemble des citoyens qui font partie des dèmes, c'est très important, donc au pluriel les démoi, qui font partie donc de circonscriptions pour les institutions de la démocratie, et ça c'est fondamental. Alors c'est quoi les dèmes, puisqu'on rentre tout de suite dans les questions de circonscription, et c'est très intéressant. Je vous recommande de lire de ce point de vue-là, dans la documentation photographique, le sujet, enfin le numéro qui a été écrit par Vincent Azoulay et qui fait un point extrêmement accessible et très complet sur la démocratie athénienne. Donc les démos, les démoi, les thèmes, c'est une centaine en fait, on pense qu'ils étaient 139 villages qui étaient rassemblés en 30 tritis, c'est des groupes locaux de villages, donc de dèmes, et qui étaient eux-mêmes divisés en 3 régions. Donc il y avait la région de la ville, de Athènes, de la côte de l'Attique, et puis l'intérieur des terres. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tous ces dèmes, donc plus d'une centaine, étaient rassemblés en 10 tribus, qui étaient l'élément central de la démocratie. Et chaque fois qu'on faisait un tirage au sort et à chaque fois qu'on faisait un vote, on faisait voter, on faisait tirer au sort en ventilant en fait les procédures par tribu. Donc la tribu, c'était vraiment l'élément central dans l'organisation des procédures démocratiques. Et chaque tribu, c'est là que c'est particulièrement intéressant par rapport à la situation actuelle, était composée de 3 tritis de chaque région. Si vous avez bien suivi, vous comprenez donc que chaque tribu, chaque circonscription électorale rassemblait des dèmes qui en fait étaient ventilés entre la ville, la côte et l'intérieur des terres. C'est comme si en fait nos circonscriptions électorales à l'heure actuelle en France pouvaient, pour une circonscription législative, par exemple, rassembler un arrondissement de Paris, un canton du Massif central et un canton de la Côte d'Azur. Donc du coup, c'est pas les territoires qui élisent
mais c'est des représentations paritaires des territoires. Ce qui déjà, dans le mécanisme institutionnel et démocratique de la démocratie athénienne, avait pour but de ne pas créer des rapports de force de territoires, de catégories socio-professionnelles, de provinciaux contre habitants de la ville dans les représentations politiques. Ça n'existait pas, en fin de compte, dans l'Assemblée. Et donc, le Kratos... Ouais. À ce stade, du coup, tu nous dis que au niveau des principes de la démocratie athénienne et des outils, les principes, c'est que du coup, il y a une représentation de chaque région pour que chaque Non, justement, il y avait une représentation de tout le territoire qui n'était pas fait par région, justement. Les régions étaient gommées comme étant des variantes, en fait, et comme étant représentées en tant que telles. Puisque dans chaque circonscription, il y avait un mélange des urbains, des côtiers et des paysans de l'intérieur de l'Attique. Et le principe derrière, c'est que toutes les voix soient entendues, c'est ça? C'est que justement, il n'y a pas de représentation sectorielle, en fin de compte. D'un point de vue territorial, hein, puisque par contre, il y avait des différences sociales, puisqu'il y avait des classes censitaires à Athènes. Et ça, c'est quelque chose qui, par exemple, est radicalement différent de tout ce qui se pratique dans les démocraties actuelles en termes de circonscription électorale. Par exemple, ça interdisait, le côté positif, c'est que cette disposition interdisait ce qu'on appelle aux États-Unis, dont on a beaucoup parlé avec les élections dernières, le gerrymandering. Ça veut dire le découpage électoral pour pouvoir saucissonner la carte électorale et faire en sorte de pouvoir contrôler, en fin de compte, une stabilité de la représentation, puisqu'on mettrait tous les démocrates ensemble, tous les électeurs a priori républicains ensemble, en faisant des découpages électoraux en serpent, qui permettent donc de stabiliser la représentation. Ça, avec la réforme de Clisthène, c'était quelque chose qui était complètement a priori, donc dans l'état de nos connaissances, dépassé. Ça, c'est pour donc du coup, quand on parle du démos et quand on parle d'Athènes antique, on rentre dans ce degré très fin de qu'est-ce que ça représentait concrètement, le démos, et ça nous fait rentrer dans les circonscriptions électorales. Ce qui nous fait penser aussi que la démocratie, si on en revient donc à cette démocratie, à cette expérience athénienne, c'est avant tout les procédures. Les philosophes et les chercheurs sur la démocratie définissent deux différents facteurs de définition de la démocratie. C'est des facteurs qui soient procéduraux, c'est-à-dire quelles sont les institutions, les procédures, les circonscriptions, les modes de prise de décision qui associent les citoyens au pouvoir. C'est la démocratie dite procédurale. Et l'autre facteur de définition, c'est les facteurs substantiels. C'est-à-dire que la démocratie, ça sert à quoi? La démocratie, ça doit pouvoir faire quoi? Est-ce que la démocratie, c'est des libertés? Est-ce que la démocratie, c'est une démocratie sociale? Est-ce que ça a aussi une valeur sociale, par exemple? C'est la substance, donc ce à quoi la démocratie sert, le bonheur qu'elle doit produire. Et de ce point de vue-là, si on s'en réfère à Athènes, eh bien la démocratie, c'était avant tout une démocratie procédurale. C'était avant tout des organisations. Et pour ce qui est du Kratos, le terme de Kratos est quand même plus transparent par rapport au terme de pouvoir français, même si encore une fois le terme de pouvoir vient du latin et Kratos c'est grec. Je dis ça, il y a aussi des gens qui ont des formations classiques ici et qui ont fait plus de grec et de latin que moi dans ce forum. Cela étant dit, le Kratos, il faut bien comprendre qu'en grec, ça se distingue du mot archos, archein, qui a donné par exemple l'oligarchie, qui a donné archonte. Les archontes, c'était aussi une magistrature athénienne, et qui voulait dire le pouvoir, mais aussi le fait de commencer. Alors le Kratos, c'est le pouvoir, mais dans le sens exercice de pouvoir, le faire. Alors que l'archos, ça réfère peut-être plus en fait à la souveraineté, à l'origine du pouvoir. Donc le Kratos dans la démocratie, c'est le faire. C'est pas la question de la souveraineté en fin de compte, c'est la question de l'exercice, de l'action. Donc ça renforce encore la définition procédurale de la démocratie chez les Athéniens, c'est-à-dire le fait que dans la procédure, dans la façon d'acter la prise de décision publique, la façon de faire la décision publique, eh bien, ce sont les démos, c'est-à-dire les citoyens organisés en circonscription, qui sont censés participer. Au niveau des outils, sous-moi de te couper, Serge, que je vois le temps qui défile, et je me disais, les outils, tu sais, pratiques, tu as cité le tirage au sort, notamment, et je me disais quels étaient les outils qui étaient utilisés à l'époque, justement, pour faire vivre cette démocratie. Alors, la démocratie athénienne, elle est largement une démocratie directe. Et donc, on oppose classiquement la démocratie des Antiques, des Athéniens,
démocratie directe à la démocratie des modernes, à partir de l'après-Révolution française, à partir de 1815, qui serait la démocratie représentative, et qui est fondamentalement représentative et délégative. Donc, quels sont les outils dans l'Athènes antique? Donc ça, vous l'avez étudié en seconde, en cours d'histoire géo. C'est donc d'abord du tirage au sort, effectivement, hein, comme tu l'as dit. D'ailleurs, des archéologues hellénistes ont récemment reconstitué la machine à tirer au sort qui était utilisée avec des boules blanches et des boules noires. Et là, ça permet de comprendre comment fondamentalement ça fonctionnait à partir des tribus, car on ventilait en fait au tirage au sort par tribu. Donc, on tirait au sort des citoyens pour être juge, donc dans le tribunal de l'Héliée, qui avait 6000 jurés, qui étaient tous tirés au sort. Mais là, on retrouve des points de comparaison avec les jurys d'assises à l'heure actuelle en France. Mais on tirait au sort aussi des citoyens pour rédiger les lois. C'était les bouleutes, les fameux bouleutes à la boulette, donc 500 citoyens qui étaient tirés au sort pour faire le travail parlementaire, en fin de compte, de commission à l'heure actuelle, qui discutaient des lois et qui après soumettaient donc le vote de la loi directement aux citoyens qui étaient présents en tant que citoyens. Ils n'avaient pas besoin d'être élus à l'Assemblée, sur la colline du Pnyx, au-dessus de l'Agora, dans l'Ecclésia. Et là aussi, le vote des lois, c'est une forme de démocratie directe parce qu'il n'y a pas de délégation. C'est-à-dire que tous les citoyens qui pouvaient s'y rendre pouvaient voter. Alors, j'ai bien dit « pouvaient », puisque du coup, ça posait la question de la participation, qui se pose toujours à l'heure actuelle. Et c'est tout le rôle de Périclès d'un point de vue de la politique interne à Athènes, c'est que Périclès, il a utilisé l'empire, la thalassocratie athénienne, pas pour diffuser la démocratie, pas pour défendre les droits des autres Grecs, pas du tout, pour juste les citoyens athéniens. Donc il y avait une dimension exclusive de la démocratie athénienne, c'était pour les citoyens eux-mêmes. Et il a mis en place le mistos, qui est l'indemnité pour donner l'indemnité pour les jours chômés, qui était passée au Pnyx, à l'Ecclésia. Donc ça permettait donc aux citoyens les plus pauvres de pouvoir de pouvoir chômer une journée de travail pour pouvoir aller voter des lois, alors que sans le mistos, évidemment, c'est les citoyens qui pouvaient faire travailler des gens à leur place, qui avaient des esclaves, donc les citoyens aisés, ceux qui pouvaient combattre dans les rangs de la phalange grecque et qui avaient de quoi se payer des armes et des armures, ou même un cheval, qui étaient à même, du coup, de participer. Donc pour résumer, Serge, au niveau de c'est fondamental dès le 4e siècle, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc du coup, tu dis tirage au sort pour les citoyens qui vont préparer les commissions, qui vont préparer les lois, et ensuite vote direct pour les gens qui peuvent participer. Et généralement, ceux qui pouvaient faire travailler des gens à leur place étaient toujours là pour voter parce qu'il y avait des gens qui travaillaient à côté pour eux. Mais ceux qui devaient bosser, et malheureusement, parfois ils étaient absents. Donc du coup, on a créé une indemnité pour qu'ils puissent venir voter quand même sans avoir un manque à gagner pour eux. Voilà, et le fameux Périclès, il était très important, c'était un homme politique très, très populaire parce que justement il représentait ces catégories sociales. Celles des citoyens qui n'avaient pas le temps parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour pouvoir participer. Et je tiens à dire aussi que les seules dignités qui étaient les seuls magistrats, c'est-à-dire les seuls responsables qui étaient élus, c'était les stratèges, il n'y en avait que 10, donc ceux qui devaient administrer la cité et surtout diriger l'armée. Et ce qui existait aussi comme dernier outil intéressant, et qui est très original dans la démocratie athénienne et qui est très connu, c'est l'ostracisme. C'est le fait qu'on puisse voter l'exil de la cité pour des gens qui sont suspectés, des citoyens suspectés trop dangereux. Donc ça se passait en 2 temps. D'abord, on votait si oui ou non on allait ostraciser quelqu'un. On ne sait pas encore qui, mais tout le monde en fait se dit qui ça va être. On sent le vent tourner. Et si y a un vote d'ostracisme qui est ouvert, et puis finalement, il y a un deuxième temps, mais plusieurs mois après, ce qui laisse le temps de décanter l'affaire, on votait avec des fameux ostracones, donc les petits jetons. Des coquilles d'huîtres, non? C'est ça? Des coquilles d'huîtres? Ouais, mais en fait, on a surtout trouvé des bouts de poterie, en fait. Des bouts de poterie qui étaient écrits. Parfois, ils se défoulaient. Il disait, il y en avait un, par exemple, un ennemi de Périclès qui était accusé d'adultère avec sa sœur, et du coup, sa demi-sœur, et du coup, on a retrouvé des bouts de poterie, il avait marqué son nom, et en disant, allez, je crois qu'il s'appelait Xantippe, je me souviens plus très bien, il dit oui, Xantippe, et va retrouver ta sœur, quoi. Et donc, en gros, l'ostracisme, la déchéance de nationalité avant l'heure, en fait.
C'est un peu le truc. Non, c'était pas une déchéance de nationalité, c'était vraiment le fait de devoir quitter. C'était un exil de 10 ans. C'est-à-dire on avait toujours ses droits civiques. On était les biens étaient garantis, c'est-à-dire qu'on perdait pas sa fortune. La cité garantissait la préservation, l'intégrité du patrimoine du citoyen qui était ostracisé. Par contre, il devait quitter la cité et l'Attique pendant 10 ans, donc le temps de vraiment disparaître de la vie politique de la cité. Et après, il pouvait revenir. D'accord. Et Serge, tu as parlé donc des stratèges qui étaient élus. Ça va nous permettre de faire une progression malheureusement très rapide dans l'histoire parce on doit aller malheureusement assez vite. C'est que tu as parlé donc de seuls représentants élus étaient les stratèges. Ça permet de nous dire comment on est passé du coup à une démocratie plus représentative alors que du coup la démocratie athénienne était directe. Là, on fait un saut de 2200 ans. Hein. On arrive au début du XIXe siècle. La démocratie, ou du moins le régime politique comme étant celui de la représentation, plutôt que la démocratie, le régime de la représentation, il est vraiment, il fait l'objet de débats au XIXe siècle, et très largement à partir de 1815 comme réaction aux excès, entre guillemets, hein, aux excès de la Révolution française. Et en relation aussi avec les inventions, parce que là on est quand même dans des moments d'invention politique depuis la Révolution américaine, puisque le début de la révolution des 13 colonies qui ont mené à la guerre d'indépendance, c'était une revendication de représentation. C'était à partir de 1768, dans les 13 colonies, le fameux No Taxation Without Representation, c'est-à-dire que les colons américains n'acceptaient plus d'être taxés par la Grande-Bretagne s'ils n'avaient pas de représentation au Parlement de Grande-Bretagne à Londres. Et c'était ça la première revendication. Et puis, moins d'une dizaine d'années après, ça a dégénéré, entre guillemets, vers la guerre d'indépendance. Alors, c'est ce qui a abouti au Tea Party, non? Excuse-moi, Hélène, on aura la deuxième partie pour, si tu veux, pour poser les questions, faire les remarques. On a toute la deuxième partie. Mais c'est pas grave. Non, mais tu as raison, tu as raison. Ouais, donc Serge, tu disais qu'en gros, donc la représentation, elle a été mise en avant, notamment par rapport aux excès de la Révolution française. Donc, ça veut dire quels sont les apports a priori aujourd'hui on conteste la représentation, et quelles étaient à l'époque les vertus des représentations en politique alors? Alors, il y a beaucoup de débats chez les historiens, notamment mes collègues et amis qui sont modernistes, qui travaillent sur le XVIIIe siècle et le XVIIe siècle. Ils montrent qu'en fait, la représentation, ça existait déjà à l'époque et ça a été très largement en fait mis sous le boisseau ça a été obscurci par la lumière trop grande mise sur la Révolution ou l'après-Révolution au XIXe siècle. Et qu'en fait, dans les parlements, dans les corps de ville d'Ancien Régime, il y avait évidemment le principe de représentation, mais pas sur le principe du vote, en tout cas, ou pas de façon nationale, en fait, pas dans un cadre national. C'est aussi le cadre de la nation qui change beaucoup de choses. Alors, très rapidement, hein, au XIXe siècle, après la Révolution, donc il y a le principe du vote qui est accepté pour l'Assemblée nationale à partir de 1790, et puis dans la Constituante et dans la Constitution de 1791 qui propose une monarchie constitutionnelle. Puis après, il y a l'engrenage révolutionnaire, et dans la Constitution de l'an 1, la Constitution de 1793 qui n'a jamais été appliquée, on avait le principe de suffrage universel masculin. Et après 1815, on met en place, on accepte les principes de 89-90, c'est-à-dire les libertés individuelles, et c'est le libéralisme du XIXe siècle, c'est ça, hein, c'est les libertés individuelles, c'est la liberté, c'est la déclaration du droit de l'homme et des citoyens, c'est le libéralisme du XIXe siècle, hein, c'est des libertés collectives et individuelles, mais dans un cadre politique de droit politique restreint. Et donc on est dans un suffrage censitaire, c'est-à-dire qu'il faut payer un cens, CENS, un impôt. Et en France, en 1815, pendant la monarchie constitutionnelle, la Restauration, il n'y a que 100 000 votants. Et puis à partir de la monarchie de Juillet, donc plus ouverte en 1830, il y a 170 000 votants, donc dans un pays de 35 millions d'habitants. Et on justifie ça. Notamment sous la plume de Benjamin Constant, qui est le grand théoricien de cette démocratie, ou du moins pas de cette démocratie, mais de ce régime de représentation, qui défend les droits de l'homme. C'est un libéral. C'est le grand penseur du libéralisme de l'époque. Il est mort en 1830, qui défend le principe de souveraineté du peuple, mais d'une souveraineté d'un peuple limité. Il a ces phrases, par exemple, je cite, en 1815, il a écrit « Ceux que l'indigence retient dans une éternelle dépendance et qu'elle condamne à des travaux journaliers ne sont ni plus éclairés,
que les enfants sur les affaires publiques, ni plus intéressés que les étrangers à la prospérité nationale. Donc l'un des termes importants ici, c'est le terme d'être éclairé. Donc c'est une logique toujours dans la continuité des Lumières, qui, sous la monarchie de Juillet après 1830, notamment sous la plume de Guizot, qui était un homme très important lors de la monarchie de Juillet entre 1830 et 1848, qui était ministre de l'Instruction et qui a été un des piliers du régime de Louis-Philippe. C'est ce qu'il a appelé, Guizot, qui était quelqu'un de très, très, très éclairé lui-même, le règne des capacités. C'est-à-dire que Guizot disait, voilà, on accepte de donner les pouvoirs politiques à des gens qui sont éclairés, et par ailleurs, on développe l'éducation pour étendre en fait le corps civique, mais à proportion de l'extension de l'éducation et donc des Lumières. Et il faut dire que Guizot, qui était conservateur, a quand même aussi mené des politiques qui étaient des politiques effectivement d'expansion de l'instruction publique. C'était pas encore financé, c'était pas encore évidemment l'école de la République, mais qui a de fait, hein, c'est vrai, étendu les Lumières, comme on le disait à l'époque. Et qui était considéré comme étant une personne du coup plus éclairée, digne de représenter, de prendre les décisions. C'était quel type de personne? C'était une personne qui appartenait à une classe, ou c'était n'importe quelle personne qui tout d'un coup, grâce à l'éducation, s'élevait? Mais c'est l'honnête homme du 19e siècle qui était dans la continuité de celui du 18e siècle. Et c'est ce que la poésie de Baudelaire aussi décrit, hein. Baudelaire dans ses Fleurs du Mal. Et vous savez, vous vous rappelez de ce poème où il dit tout est luxe, calme et volupté dans les Fleurs du Mal. Et puis après, plus tard, dans le Spleen de Paris, où il critique beaucoup ce qu'il a fait dans les Fleurs du Mal. Et il écrit ça pendant le Second Empire, alors que Paris c'est très intéressant, hein, est complètement changé par l'embourgeoisement, par l'osmanisation. Il critique cette phrase-là et puis il rajoute tout est beau, luxe, calme, honnête et volupté. Et le honnête, c'est le honnête bourgeois, de ceux qui sont honnêtes hommes, c'est-à-dire qui ont les capacités financières pour pouvoir ne pas être miséreux ou misérable. Et donc, c'est l'opposition avec Victor Hugo, quand il écrit Les Misérables, en creux dépeint, critique le fait que qu'on qualifie le contraire, donc on définit souvent ce qui est bon par l'envers, en fait, on le définit en creux. C'est-à-dire que l'homme honnête, c'est celui qui n'est pas misérable, et Victor Hugo montre qu'en fait, les misérables, ils sont souvent miséreux, plutôt que d'être misérables. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui disqualifie quelqu'un, est-ce que c'est sa nature ou est-ce que c'est sa condition? Et est-ce que si on améliore la condition de la personne, on améliore tout simplement l'existence de la personne et sa qualité d'être dans la société? Et donc, là, on est au cœur des grandes discussions, des grandes oppositions entre les mouvements socialistes, les mouvements conservateurs, qui sont par exemple ceux de Guizot, orléanistes, monarchistes, ou les républicains avec tendance sociale, qui du coup posent très fortement, et le 19e siècle pose cette question à plein, la question de comment concilier la tension entre l'unité des citoyens et l'unité d'un peuple civique et les inégalités sociales et la diversité des conditions. Et Serge, là, tu me tends la perche pour pouvoir solliciter Fanny, parce que donc vu que a priori uniquement les honnêtes personnes pouvaient assurer un peu la fonction politique, etc. Ça me donne envie de te demander, Fanny, toi, comment tu as eu envie de t'intéresser à la chose politique et vraiment de même jusqu'à t'inscrire à une liste aux élections municipales à Paris? J'ai cru que tu allais me demander si j'étais une honnête personne et si j'étais éclairée. Ah, directement. Alors moi, c'est un... Et merci Serge, enfin, moi j'ai une comment dire, éducation citoyenne basée sur l'éducation civique à l'école et après des trucs très empiriques et des lectures que je fais que depuis que j'ai rejoint Nous la démocratie en tout début 2017, dont le fameux livre de Mathieu Nyong'o, La démocratie sans maître. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai plutôt un rapport assez, je sais pas comment dire, presque très physique, enfin presque émotionnel à la démocratie. C'est un engagement pour moi, en fait. J'ai découvert cette envie de faire de la politique et de participer à l'enjeu démocratique et à la reconquête du pouvoir par les citoyens lors d'une réunion à Nous la démocratie. En fait, pour moi, ces enjeux-là étaient un peu lointains de moi jusqu'à ce que en
février ou mars 2017, j'entends des gens qui disent bah oui, mais en fait, l'important c'est la façon dont on prend les décisions et la façon dont elles ne sont plus confisquées par toujours les mêmes et comment des citoyens lambda en fait qui sont pas justement que des éclairés et des honnêtes qui sont des éclairés et des honnêtes peut-être sous d'autres termes que la classe politique actuelle, en fait s'insèrent dans le système actuel pour prendre le pouvoir et le changer. Et en fait, moi, mon envie, elle était vraiment là de dire on est tous capables de le faire, on doit tous être capables de le faire. Et si on doit changer les choses sur la modalité de prise de décision aujourd'hui, soit à l'échelle locale, comme par exemple dans le 18e, et même à l'échelle nationale, en fait, il va falloir qu'il y ait des gens qui s'y collent et que donc qui rentrent dans le système pour essayer de le changer. Donc moi, c'est plutôt vraiment sur en fait, cette vraiment presque croyance, en tout cas attachée viscérale, que les citoyens doivent tous avoir la capacité de s'informer, de prendre des décisions, de participer aux décisions qui les concernent, et qu'en fait, tout le monde doit avoir le droit de le faire et tout le monde doit y participer, et qu'en fait, il va bien falloir s'attaquer au truc si on veut que ça change, quoi. Donc, c'est pour moi pas un truc ni historique, ni très ancien, c'est vraiment un truc plutôt viscéral de se dire, mais en fait, il y a un moment, il va falloir y aller pour que ça change. Et par rapport à ça, tu as vu, Fanny, tu as entendu le Serge qui nous a parlé des outils qui étaient en place à la Grèce, dans la Grèce, à Athènes, pour pouvoir mettre en place cette démocratie beaucoup plus participative et directe, comme le tirage au sort ou encore l'indemnité qui était proposée aux gens pour qu'ils puissent participer. Toi, aujourd'hui, à Paris, de quel outil tu peux bénéficier pour pouvoir inclure le maximum de personnes dans vraiment les débats politiques, et quels outils tu aimerais pouvoir mettre en place? En fait, on est localement encadré par le Code des collectivités territoriales qui fait qu'en fait, la décision finale reviendra toujours au conseil municipal. Quoi qu'on fasse en fait légalement. Alors après, on peut en tant qu'élu s'engager à faire à ce que si les citoyens signent des pétitions, s'ils demandent des choses, on peut moralement s'engager à les suivre. Mais en tout cas, légalement, on a le droit d'inscrire ça nulle part. D'abord, c'est un premier truc parce que ça montre quand même à quel point c'est assez verrouillé et à quel point en fait en gros, tant qu'on n'a pas un groupe de députés majoritaires à nous la démocratie à l'Assemblée nationale, ce sera potentiellement un peu compliqué de changer certaines choses. Mais par contre, en tant qu'élu, on peut mettre en place un certain nombre de choses. Donc déjà, c'est comment on fait revenir les citoyens et les citoyennes dans les instances de démocratie, c'est-à-dire celles qui existent. Alors par exemple, à Paris, on a les conseils de quartier. On a un conseil de quartier par quartier, il y en a 8 dans le 18e arrondissement, où en fait, pour moi, c'est vraiment normalement la voix des quartiers, c'est-à-dire qu'ils doivent s'exprimer sur les projets du quartier, sur l'aménagement, sur tout ce qui les concerne en fait. Et après, normalement, c'est censé influencer les élus dans leur prise de décision. Donc, les conseils de quartier, ils fonctionnent différemment d'un arrondissement à l'autre. On est vraiment autonome sur la façon dont on les gère. Et en fait, dans le 18e, c'est ouvert à tous. Il y a des arrondissements où c'est des comités élus, par exemple, où certains c'est tiré au sort. Et en fait, dans le 18e, à partir du moment où on habite le 18e, on peut venir au conseil de quartier. On a le droit de vote au conseil de quartier. C'est ouvert complètement à tous. Et il y a un enjeu de faire revenir, en fait, les citoyens et les citoyennes. Alors parfois je me dis il faut les tirer au sort pour les obliger à faire, mais je n'ai pas forcément envie d'aller jusque là. On parle pas mal en ce moment du référendum d'initiative citoyenne locale qui est un peu compliqué par rapport justement au code des collectivités territoriales, mais où en gros il faudrait que nous on s'engage moralement à suivre la suite du référendum, je me dis, le référendum, c'est quand même un truc qui fait que les élus, on a foiré quelque chose, quoi. Parce que si les citoyens, ils sont obligés d'aller faire des pétitions, de signer, d'exiger des référendums pour aller contre la décision du conseil municipal, c'est qu'il y a un moment, on a loupé un truc et on a oublié de les écouter. Donc, on a pas mal d'outils, mais pour moi, l'enjeu, au-delà des outils, c'est vraiment la participation. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'il y avait cette indemnité à Athènes qui permettait aux gens qui n'avaient pas le temps, pas les moyens d'avoir le temps de participer à la vie politique, d'y participer. Et ça remet sur la table la notion d'un revenu universel
citoyens. D'ailleurs, on a un article, il me semble que c'est Mathieu qui l'avait écrit, mais je ne suis pas sûre, sur le blog d'À nous la démocratie qui parle de cet enjeu-là et du revenu universel citoyen et de comment on permet aux personnes en fait de venir aux réunions et comment on s'organise aussi en tant que mairie à avoir des réunions qui ne sont pas que de 16h à 18h en pleine semaine parce qu'en fait personne ne peut y participer et pour faire revenir, c'est aussi comment on donne du sens à la voix des habitants, c'est-à-dire comment quand on consulte, ça donne vraiment quelque chose derrière, quoi. Et ça, c'est l'engagement des élus et il y a un peu de travail à faire. Merci beaucoup, Fanny. Je vois l'heure qui tourne là. On en arrive au terme de notre première phase de 30 minutes. Et du coup, je retiens que vraiment pour toi, c'est déjà rien même que dans son quartier, se réapproprier vraiment la parole politique dans son quartier, aller dans les comités de quartier. Et après aussi, l'importance que cette voix-là, après, ait un impact. Pour pas parler juste pour parler, si après le conseil municipal, par exemple, après mettre ça de côté et jamais ne reviennent sur ce que les gens ont envie de mettre en place. Et in fine aussi, du coup, peut-être comment on arrive à recréer du temps libre pour les citoyens pour qu'ils puissent à nouveau, du coup, avoir du temps et pour se positionner et s'intéresser aux questions politiques. Donc là, on va rentrer dans notre... Il y a un vrai enjeu de temps de vie citoyenne, en tout cas. Ok, nickel. Merci beaucoup, Fanny. Donc là, on va rentrer dans notre deuxième phase, qui est la phase de plus de débat, questions où chacun peut intervenir, soit interroger un intervenant du jour, soit donc porter sa contribution au débat. Voilà. Super. Bonjour à tous. Je suis moi-même élue d'À nous la démocratie à Nancy, une petite ville de Meurthe-et-Moselle. Et donc, je suis déléguée aux outils et méthodes démocratiques en lien avec l'adjoint à la démocratie participative. J'ai pris un petit peu en cours votre travail, votre réflexion. Tout simplement, au niveau de la démocratie, qu'est-ce que la définition de la démocratie? Bien sûr, tout ce qu'a dit le précédent intervenant sur la démocratie athénienne est absolument très important. Mais je dirais tout simplement que la démocratie, c'est aussi voir le visage de l'autre. Le visage de l'autre, c'est-à-dire voir quelles sont ses émotions quand il discute avec nous et comment il intervient, comment il réagit à nos arguments. Et toute la problématique de la discussion que nous avons numériquement parlant pose véritablement la question de la fracture numérique et en même temps de la fracture démocratique. Je dirais que c'est extrêmement lié. Cette fracture démocratique existe là, entre les gens qui, comme moi, n'ont pas l'habitude de cette utilisation numérique et des gens qui, comme vous, avez 30 ou 40 ans et sont particulièrement aisés avec cette méthode. Et ça, c'est peut-être un point de départ important qu'il ne faut pas négliger. Le visage de l'autre dans la démocratie, le visage de l'autre, l'interpellation de l'autre, le ressenti de l'autre, l'empathie avec l'autre, ne jamais oublier que c'est fondamental aussi pour travailler ensemble. Merci beaucoup, Annette. Je suis désolé, on a limité chaque intervention à 2 minutes. Si jamais après. Ah bon, d'accord. Mais en tout cas, on a. D'accord, très bien. En tout cas, là, pour l'instant, on a retenu l'impact. Mais bon. Mais après, si jamais on a le temps, après, si chacun est intervenu, on pourra revenir pour approfondir ces points-là, si tu le souhaites. Je ne savais pas qu'il fallait que j'intervienne sur l'essentiel. Bon. Ouais, on l'a dit au tout début. Je suis désolé, je ne l'ai pas rappelé. C'est ma faute, je ne l'ai pas rappelé. Merci beaucoup, Annette. Donc, du coup, l'importance de bien intégrer tout le monde et de prendre en compte la fracture numérique pour trouver des moyens pour que tout le monde puisse échanger et s'inclure dans le débat, même s'il n'est pas au fait des technologies, etc. Ensuite, Hazard, je te laisse me dire qui, dans l'ordre… Mathieu avait pris la parole. Mathieu. Non, d'abord, il y a des questions sur le chat qui ont été posées. Moi, j'avais posé une question à Serge. Enfin, merci, vraiment, c'est passionnant. Je suis très impressionné par la science qui s'est déployée là depuis tout à l'heure. J'en doutais pas, bien sûr, hein, mais c'est vraiment très intéressant.
il y avait des questions qui ont été posées. Moi, j'avais posé une question à Serge, technique. Et puis, il y a Romain T qui a posé aussi une question. Enfin, c'est juste pour vous dire qu'il y a des questions qui sont posées sur le chat, premièrement. Deuxièmement, juste vraiment pour aller très vite, Fanny, tout à l'heure, tu parlais du référendum d'initiative citoyenne comme d'un échec de l'action politique. Et j'entends cette petite musique là qui s'installe. Je l'ai entendu aussi à Poitiers, Léonard Monconduit qui disait ça, mais moi, il me semble que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, c'est plutôt l'élection. En fait, c'est quand l'élu... Enfin, ma vision, il faut qu'on ait ces discussions-là, hein, mais ma vision de la démocratie, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire c'est quand le peuple peut pas directement agir que l'élu doit agir. Et dans l'exemple que tu as donné, l'illustration que tu as donnée, le référendum d'initiative citoyenne dont tu parles, c'est le référendum d'initiative citoyenne abrogatoire, c'est-à-dire celui qui vient contredire une décision municipale. Là, je peux comprendre qu'il y a eu un échec. Ou le référendum d'initiative citoyenne, comment dire, quand on vire un élu. Là, il y a un gros échec. Mais quand il y a une initiative citoyenne, pour moi, c'est pas un échec, c'est révocatoire. Merci, Manu. Pour moi, c'est le contraire. C'est pas un échec. Dans une ville, notamment comme Paris, il y a 2,5 millions d'habitants. Les quelques élus au Conseil de Paris et dans les conseils d'arrondissement ne peuvent pas tout traiter. Voilà. Donc, c'est juste une remarque en passant, un terme de discussion. Ok, merci Mathieu. T'es en mute, Sylvain, on t'entend pas. Oui. Est-ce que, Hazard, après tu as identifié, on a dit en alterne un homme, une femme, si on peut? J'ai pas de... Bah pour l'instant, du coup, attendez, il y a des questions sur le chat là qui ont été posées. La difficulté, c'est que le format du débat, du café débat, moi je préfère qu'on a instauré au départ que les gens prennent la parole pour relayer leurs questions. Sinon, il y a une collision entre les gens qui veulent prendre la parole et qui ont mis leur nom, qui sont signalés, et les personnes qui mettent une question dans le fil de la discussion. Donc, autant si vous avez une question sur le chat, autant prendre la parole et après poser votre question, je pense. Alors, du coup, est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais. Ah, c'est cool. Non, je pensais pas que mon micro fonctionnerait. Non, mais du coup, ma question, c'était par rapport à l'ostracisme. Je m'interroge au fil des polémiques judiciaires, des affaires qui entourent beaucoup de nos politiques. On a eu une discussion sur ça avec Manu il y a quelques jours sur Facebook, et je m'interrogeais sur l'intégration d'une procédure qui pourrait ressembler à l'ostracisme. En gros, si je suis de droite et que je vois mon élu de droite qui fait des magouilles, sauf que la prochaine élection, la droite va poursuivre avec ce candidat, qu'en gros il y a un consensus des citoyens qui disent nous on est de droite ou de gauche, on est pour dégager ce gars-là. Il n'empêche qu'après, la droite présentera un autre candidat et moi, je pourrais voter pour lui. Vous voyez un peu l'idée? Parce que finalement, si j'ai pas envie d'un candidat de l'autre bord politique, je vais toujours avoir tendance à voter pour le candidat de mon parti, même s'il a des casseroles aux fesses. D'accord. Merci Romain pour ton complément d'information sur ce point-là, sur l'ostracisme. Alors ensuite, nous on tient beaucoup à un homme, une femme. Donc peut-être Annette, si tu veux. Alors, Guylaine. Guylaine qui veut parler. Guylaine, de toute façon, c'est un peu, je voudrais compléter ce que... Alors, Guylaine Hierceau, vous ne me voyez pas parce que je ne me montre pas compte tenu de la bande passante. Enfin, bref. J'en profite pour saluer tout le monde que je n'ai pas vu depuis un certain temps, et en particulier Annette aussi, de Nancy. Oui, je voulais poursuivre dans ce que vient de dire Annette, sur la question d'arriver, donc cette démocratie avec le monde. Vous m'entendez? Oui, Guylaine, on t'entend. Oui. La démocratie, oui, effectivement, la démocratie virtuelle et numérique, bon, ça c'est un point important et il faudra en tenir compte surtout, même si on espère que cette histoire de Covid va pas s'installer trop longtemps.
Mais quoi qu'il en soit, il est déjà, le numérique en dehors du Covid est déjà installé. Il faut se questionner par rapport à inclusion, exclusion, et je crois beaucoup plus qu'on ne le fait et qu'on ne le dit. Mais à côté de cela, comme le disait aussi Fanny, c'est arriver à toucher les citoyens. On parle des comités de quartier. Vous savez très bien que même tous les comités de quartier qui existent, il y a très peu, et ce que Fanny faisait allusion, il y a très peu de gens qui y participent. Moi-même qui suis très, très investie dans tout un tas de choses, j'ai quasiment, sauf quand j'ai été un peu impliquée politiquement, mais je n'ai quasiment jamais assisté à un comité de quartier. Donc, il faut aussi se questionner par rapport à ça. Moi, je fais plein d'autres choses, mais je n'ai jamais assisté à un comité de quartier parce que pas le temps, comme dit, ou parce que j'estime que ça ne va pas aller assez loin. Bon, voilà, je ne veux pas trop prolonger. Et puis, j'aimerais bien que Fanny, Annette, enfin les élus, moi, je trouve qu'il y a un dispositif sur les budgets participatifs. Je ne voudrais pas dire, mais je trouve ça, il faut vraiment pousser ça. Souvent, c'est mettre des pots de fleurs dans les rues, quoi. Rue de Rennes, on met droit participatif pour mettre des pots de fleurs, pardon. Il faudrait peut-être, comme là-dessus, on a des dispositifs au sein des collectivités qu'il faut vraiment pousser. D'accord, merci beaucoup Guylaine. Du coup, ouais, donc pour résumer, tu as réinsisté sur ne pas vraiment sous-estimer l'importance de cette fracture numérique et pour bien intégrer tout le monde, aussi de réfléchir à comment on pourrait amener les gens à vraiment s'intéresser à la chose politique. Comité de quartier, toi, t'as pas eu le temps ou tu n'étais pas sûr que tes décisions seraient prises en compte, ta voix, donc tu n'étais pas forcément y allé. Et tu te dis que dans les différents budgets participatifs, vraiment mettre le paquet et que ça ne se limite pas uniquement à des pots de fleurs dans la rue. Merci beaucoup. Il y a André qui a posé une question sur le chat. André, tu veux la poser en direct? Et il y a Audrey qui veut prendre la parole également. Et n'hésitez pas à vous manifester si on loupe votre tour, là, mais je pense qu'on est bon. On t'écoute, André. Oui, c'était un peu… je voulais poser une question un peu décalée. On travaille beaucoup sur la démocratie et c'est évidemment justifié. Mais on ne doit pas considérer que la démocratie, finalement, ça n'est pas un absolu et qu'elle n'est qu'un moyen au service de la politique. Quand la politique est très complexe du fait de situations historiques particulières, finalement, le discernement, il est quelquefois le fait de pionniers solitaires, très originaux, très décalés. Je prends l'exemple de Gaulle en 1940, par exemple. Finalement, sur le plan politique, il a eu raison, semble-t-il, après coup. Sur le moment, c'était une initiative extrêmement originale et peu crédible. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi à cette question de la légitimité politique qui suppose parfois beaucoup de discernement. D'accord, merci beaucoup André d'avoir donc du coup toi tu as tout le questionnement autour de la légitimité du peuple parfois pour prendre des décisions et des initiatives de certains hommes qui peuvent aussi créer vraiment des belles choses dans l'histoire. Alors il y a une Audrey qui voulait prendre la parole et il y a aussi André Figélès parce qu'on a deux André qui voulaient prendre la parole. Voilà. Nickel. Ouais, ok. Alors moi, je suis venue un peu par hasard par Emmanuel Bonin, que je remercie parce que c'est toujours intéressant. Donc moi, je suis élue dans une petite commune de 5000 habitants. Alors, je suis toujours Emmanuel parce qu'on était collègues et c'est toujours très, très intéressant tous ces débats-là. Et moi, j'essaye sans mettre des mots dessus, sans mettre les mots de démocratie participative, j'essaye sur cette commune de 5000 habitants, d'expliquer aux maires qu'il faut mettre en place des sortes de référendums, d'essayer de donner la parole aux habitants. Et je suis absolument pas entendue. Et je sais pas comment faire parce qu'à chaque fois que je propose, que j'essaye d'expliquer, on peut demander l'avis aux gens et c'est à prendre en compte. On me dit toujours, ça sert à rien
et ce qui va en ressortir, c'est pas bon en fait. Et du coup, je suis bloquée là-dessus. Et en tant que conseillère municipale d'une commune qui est membre d'une grosse métropole, je peux rien faire de plus. Ouais, Voilà. merci beaucoup, Audrey. Donc, du coup, ouais, de comment tu es confronté à certains représentants politiques qui font obstacle, en fait, à Voilà. cette montée d'information du Ouais. peuple. Oui. Bah, Et en étant. je pense que ton partage va faire réagir certaines personnes. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des réactions à faire par rapport à ce témoignage d'Audrey. Merci beaucoup, Audrey. André Jeunet, André, tu voulais prendre la parole? Non, mais moi, je viens d'intervenir là. Non, mais l'autre André. L'autre André, en fait. L'autre. C'est toi, vas-y. Vas-y, André, parle. Oui, ma question c'était, je suis un peu surpris par l'idée du référendum inutile, hein, parce qu'en réalité, il y a deux éléments à la démocratie, une assemblée citoyenne de tirer au sort et un référendum. Alors, on n'a déjà pas l'assemblée citoyenne de tirer au sort dans les conseils municipaux. Si on n'a plus le référendum, il n'y reste plus rien, quoi. Il reste business as usual, c'est-à-dire que bon, les élus font leur boulot, ils se présentent aux élections et entre les deux élections, bah, le citoyen, il n'a strictement plus rien à faire, il n'a plus rien à décider, et puis c'est aussi simple que ça. Donc moi, je suis un petit peu surpris par cette démarche qui consistera à dire que les élus font tout le boulot et que c'est très démocratique. Le problème, c'est qu'effectivement, si les élus, comme ça a été dit dans le témoignage précédent, ne comprennent pas que les citoyens doivent être dans la boucle, le phénomène qui se constitue aujourd'hui de plus en plus pas par le boycott, par l'abstention aux élections, c'est qu'effectivement, qu'ils dégagent. Merci, André. J'ai noté Ombline, Mathieu, Fanny. Dans l'ordre. On t'écoute, Ombline. Bonsoir à tous. Je vais peut-être commencer par me présenter. Je suis Ombline d'Agicourt et je suis première adjointe à Poitiers. Je suis en charge de la démocratie locale, de l'innovation démocratique et de l'engagement citoyen. Et je suis ravie d'être là ce soir avec vous et je voulais simplement dire à Fanny que j'écoutais tout à l'heure que j'étais complètement en phase avec son témoignage en ce qui concerne son engagement politique. Et sur son constat aussi, il y a un micro qui est ouvert. En fait, je sais pas si c'est moi ou du coup je m'entends pas. Enfin, ouais. Je crois que c'est mieux, effectivement. Vous m'entendez? On t'entend bien. Ok, parce que j'avais un écho et c'était assez bizarre. Oui, donc vous dire que moi, je suis dans mes premiers mois de mandat, effectivement, et je partage ce qu'a dit Fanny sur l'importance de l'engagement, de lancer une dynamique d'engagement, et je crois que l'un des ferments de la réussite dans ce projet de réenchantement démocratique qu'on défend tous, c'est de restaurer la confiance. Parce que si on aura beau créer 30 000 outils différents, que ce soit le RIC, que ce soit des assemblées citoyennes, que ce soit le fait de renforcer aussi les dispositifs qui sont existants, comme des budgets participatifs, on peut évidemment faire ça et multiplier les outils. Mais si, dans ce contexte, depuis plusieurs années d'essoufflement de la démocratie représentative, et encore plus aujourd'hui avec la crise que l'on connaît, où c'est absolument essentiel de se poser la question de comment est-ce qu'on maintient le lien et comment est-ce qu'on recrée du lien, on aura beau créer 50 000 outils, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas si, à mon avis, on prend pas le temps, effectivement, de créer une dynamique participative, de réinjecter de la culture du débat local, donc pas seulement plus de participatif, mais aussi plus de délibératif. Et je vous dis ça parce que, en fait, là, actuellement, je suis en train d'initier à Poitiers un cycle qui, évidemment, est un peu difficile à maintenir étant donné le contexte, mais en tout cas, l'idée, c'était de faire en sorte de prendre le temps de rencontrer les gens, d'aller au plus près, là où ils sont, d'aller les chercher, donc dans les quartiers, dans les rues, aux sorties de supermarchés, de cinéma, je ne sais où, mais en tout cas d'aller les chercher et de faire en sorte que tous ces publics qui actuellement ne s'expriment plus, eh bien puissent retrouver une voix.
Et je vous dis ça parce que je pense que c'est important aussi de s'interroger sur nos propres regards et de même les déconstruire et de se lancer là dans une démarche qui est hyper créative, très à l'écoute aussi des publics qui sont très éloignés et de s'interroger sur comment est-ce qu'on va chercher les gens. Et ça, je crois qu'il faut s'interroger, par exemple, est-ce que nos pratiques habituelles sont adaptées? Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Comment est-ce qu'on peut faire autrement? Comment est-ce qu'on peut aller chercher les gens non pas en cherchant à les formater, mais bien à être aussi dans une posture qui fait qu'ils seront dans un cadre de confiance, de sécurité pour pouvoir s'exprimer et s'exprimer tel qu'ils le souhaitent et avec leurs propres mots. Et donc, je suis en train de réfléchir, moi, à Poitiers, à monter une démarche de réseau, une démarche apprenante avec l'ensemble des acteurs qui sont dans nos quartiers, les conseils citoyens, les conseils, les comités de quartier, les maisons de quartier, on en a beaucoup, mais aussi des associations, et monter une démarche de réseau où on va réfléchir en fait à la manière d'investir nouvellement l'espace public et d'aller chercher les gens pour réussir ce pari aussi de l'inclusion. Donc ça veut dire peut-être passer par d'autres choses que l'écrit, la poésie, par le jeu, par l'art, par la cartographie, par des photographies, voilà, enfin par plein d'outils différents dans l'espace public parce qu'effectivement, c'est beaucoup de gens n'osent plus en fait franchir les portes de maisons de quartier ou de conseils de quartier. Donc c'est à nous, en tant qu'élus, effectivement, d'aller les chercher. Et voilà, moi je suis là-dedans, dans cette démarche-là. On a dans l'objectif à Poitiers d'être plus que dans la participation, mais bien d'aller dans la co-construction des politiques publiques et le partage de la décision municipale, à travers notamment, ce sera matérialisé à travers une assemblée citoyenne de 150 citoyens. Mais cette assemblée citoyenne, c'est un autre outil, mais qui, on l'envisage dans une très longue durée et surtout comme étant un outil parmi d'autres et finalement l'aboutissement de toute une dynamique d'engagement et de mobilisation qu'on aura construit au fur et à mesure en rétablissant ce climat de confiance au plus près des habitants. Merci beaucoup. Merci. On met donc noter Mathieu, Fanny, Romain. Romain, alors dans ce cas, parce qu'on c'est un homme, une femme, peut-être. Non, j'avais pas spécialement de questions. Par contre, je crois qu'il y a la question d'André était hyper intéressante et je sais pas qui pouvait y répondre. Il y a eu deux André. La question par rapport au fait que le peuple, dans certains cas, n'est pas forcément le plus légitime pour décider sur certaines situations. D'accord. On passe directement la parole à Fanny, puisqu'elle était dans le fil, et peut-être que tu peux répondre à cette question également. Je vais essayer de tout répondre en même temps. Alors, j'ai jamais dit que j'étais contre le référendum législatif citoyenne. J'ai dit que pour l'instant, il était plus perçu comme un truc révocatoire que d'initiative. Et en fait, on a un vrai sujet sur comment les citoyens prennent des initiatives. Je vais vous donner un exemple. En fait, il y a toute une, entre guillemets, c'est moche le mot que je vais utiliser, mais toute une rééducation et reformatage des politiques actuelles qui sont des anciens élus. Et moi, par exemple, quand Omblin parle de co-construction avec les habitants, moi, dans le vœu que j'ai posé pour avoir une charte de la concertation dans le 18e, le PS, le maire, la majorité PS, m'a fait enlever le mot co-construction avec les habitants. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on affiche le fait qu'on allait co-construire avec les habitants, ils ne voulaient pas qu'on s'engage à ça. Donc, on a un vrai sujet sur ce que tu disais Audrey en fait aussi, comment on va les amener les politiques à changer leurs habitudes, mais aussi les citoyens à changer leur rapport. En fait, on a tellement l'habitude de vivre dans ce système-là que je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est en conseil de quartier. Jusqu'à maintenant, les gens venaient là pour se plaindre, principalement. Et en fait, j'ai demandé cette année à ce qu'on fasse une partie, ok, plaignez-vous, il y a les élus qui sont là, ils vous entendent, et puis on s'engage à vous donner des réponses, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Mais deuxièmement, proposez des trucs en fait, allez-y, vous êtes libre, en plus vous avez un budget de 13 000 € par an, vous pouvez proposer des trucs aux élus, vous pouvez proposer des actions en estimant que ces actions-là vont répondre à vos enjeux, enfin allez-y, lâchez-vous. Et en fait, on n'a quasiment rien, c'est-à-dire que les gens n'ont plus l'habitude d'être dans cette proposition-là, et on va avoir un vrai enjeu alors moi je vais revenir sur le tapis tout le temps pour essayer que ça marche, mais jusqu'à maintenant on n'a rien en fait. La deuxième chose, c'est dans la mairie du 18e, on a des permanences qui s'appellent des permanences logements,
Et c'est hyper intéressant parce que en fait, les gens viennent pour parler de leur logement social et leur demande de logement social, alors qu'en fait, on ne peut rien faire en tant qu'élu. La seule chose qu'on peut les aider à faire, c'est s'assurer que le dossier est complet, mais ça, les services le font. Donc, en fait, on reçoit des gens dans des situations catastrophiques pour leur dire qu'on ne peut rien faire. Et on leur a appris, enfin, je sais pas, on leur a donné l'habitude, ou l'impression, en tout cas, que les élus pouvaient faire des trucs. Et donc là, on a un vrai enjeu de comment on combat les pratiques très clientélistes qui étaient en place jusqu'à maintenant. Et en fait... arrêtons de donner des faux espoirs aux gens sur des trucs qu'on ne peut pas faire, mais même en concertation, par exemple, moi, je passe mon temps à dire, mais en fait, si les projets ils sont déjà bouclés par la SNCF, moi, je ne veux pas aller dire aux gens que je vais les concerter, parce qu'en fait, c'est faux, en fait, c'est du bullshit. Donc, il y a un truc entre les élus et les citoyens. Sur est-ce que le peuple est toujours en capacité d'être légitime? Je pense que oui. En fait, je pense qu'en prenant le temps de s'informer sur le sujet, on a toujours une bonne réponse en fait, puisque c'est sur nos quotidiens que ça se joue. Donc en tout cas à l'échelle locale, pour moi, je pense que tous les citoyens à l'échelle locale peuvent avoir un avis très très pertinent et peuvent prendre des décisions. À l'échelle nationale, en fait, ça demande plus de temps, et j'imagine que c'est pour ça que je suis pas totalement contre la démocratie représentative, parce que, ou en tout cas une forme de représentation, dans le sens où il faut parfois prendre le temps. Et moi-même, là par exemple, en tant qu'élu, je suis pas à temps plein élue, et je me rends compte qu'il y a des dossiers où je me dis, mais il faudrait que je prenne, vu le temps que j'ai par rapport au temps qu'il faudrait que je prenne pour bosser les dossiers, bah parfois c'est un peu compliqué. Et il y avait un dernier truc, mais je sais plus ce que c'était. Donc je vais laisser là la parole. Il y a Serge qui voulait répondre, merci. Il y a Serge qui voulait répondre à André. Et après, il y a Manu qui a levé la main. Voilà. Ouais, merci. Il y a plein de choses super intéressantes et avec des grands enjeux qui ont été dits, notamment par nos élus. Juste sur la réponse à André Jeunet sur le fait que parfois des personnes isolées peuvent porter des valeurs qui, en fin de compte, sont plus fondamentalement démocratiques que celles qui remportent l'adhésion de la majorité à un moment donné. Ça renvoie à la distinction savante, mais qui est très concrète en fin de compte, entre la définition procédurale et substantielle de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pas soit l'un soit l'autre en fin de compte. Hein. C'est-à-dire que c'est pas seulement des institutions, des modes de fonctionnement, c'est aussi des buts communs qu'on se fixe. Et alors dans l'appareil constitutionnel, c'est ce qui est dans le préambule généralement de la Constitution. Et du coup, c'est des questions là pour le coup qui peuvent être posées de façon vraiment dans l'histoire très dramatique et très concrète à l'échelle nationale comme à l'échelle locale. À quel moment est-ce que du coup un emballement ou une forfaiture, pour reprendre les mots de Gaulle, puisque tu parlais de Gaulle, collectifs peuvent contredire des objectifs qui sont des objectifs démocratiques, de défense du plus grand nombre, ou de principes de défense aussi de droits individuels. Donc ça, c'est des choses aussi qui font partie de l'appareil constitutionnel, ou qui doivent en faire partie, et ça a été à partir du XXe siècle mis dans les cadres des préambules, mais les préambules pourraient avoir un rôle beaucoup plus important aussi, pour pouvoir cadrer et qualifier ça de façon plus claire. Voilà, je réponds juste là-dessus. Alors après Serge. J'ai noté Manu, et il y a Nathalie qui a commenté le fil. Nathalie, tu veux t'exprimer, parce que le fil est très très fourni, le fil de chat. Est-ce que Nathalie, tu veux prendre la parole pour exprimer ce que tu as écrit? Je voulais juste, en fait, c'était juste par rapport à tout ce que j'entends dans le débat. C'était juste pour dire que j'entends beaucoup de gens autour de moi dire que finalement, quoi qu'ils disent, même s'ils ont envie de s'investir dans quelque chose de démocratique au niveau de leur commune, de vouloir s'investir un peu plus en tant que citoyen, ils n'ont jamais la parole.